Le fonds d'investissement qui Ouais. va racheter l'entreprise française qui produit le Doliprane, quand on regarde, quelles autres entreprises ont racheté, il y a du pétrole, des pare-brises, des chips, heu tout un tas de choses qui n'ont strictement rien à voir avec, la santé. Comme j'ai l'habitude de le dire et ça fait souvent sourire, hein, mais si demain, fabriquer du papier hygiénique, ça rapportait autant que le médicament, toutes nos usines se mettraient à fabriquer de la cellulose, hein. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on a un État français et l'Europe qui laisse la santé aux mains de ces industriels-là et de ces financiers. En fait, on laisse l'industrie de la santé aux mains des capitalistes, hein, et du capitalisme. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fakir Télé. Je suis Cyril Pocréo, le rédacteur en chef de Fakir et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Sanofi. Alors vous savez, si vous nous suivez, que c'est un sujet qui nous tient à cœur à Fakir. On a beaucoup bossé depuis plusieurs années sur Sanofi et les scandales à la pelle qui entourent cette multinationale. Et du coup, aujourd'hui, on va recevoir, des gens qu'on a eu la chance de croiser, au cours de ces, enquêtes et ces pérégrinations. Hem, on va commencer par Jean-Louis Perrin, qui est délégué CGT, Sanofi et qui mène le combat au sein de la boîte depuis des années entre, les licenciements, la suppression de la recherche, les dividendes aux actionnaires, les scandales sanitaires, ça fait beaucoup. On va en parler. Et puis Quentin Ravelli, qui est sociologue et chercheur au CNRS et qui avait commis il y a quelques années un formidable bouquin qui s'appelait La stratégie de la bactérie. On va en parler aussi. Alors pourquoi on a voulu parler de Sanofi, au-delà de tout ce qu'on sait déjà sur l'entreprise, c'est que Sanofi est revenu dans l'actualité récemment avec l'histoire du Doliprane. Puisque le Doliprane, qui est un des médicaments phares pour les Français, est en passe d'être vendu à un fonds américain. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Jean-Louis, toi qui es à l'intérieur de la boîte, pourquoi est-ce qu'un médicament aussi, connu, aussi important pour la santé des Français peut être, vendu à un fonds américain? Quelle est la logique derrière, tout ça? Alors, il faut pas chercher une logique industrielle ou quoi que ce soit. Il y a pas de stratégie ni de logique industrielle. Même au contraire, on va à l'encontre d'une volonté soi-disant affichée du gouvernement qui serait de réindustrialiser. Là, on est purement sur une histoire financière. Et Sanofi se paye le luxe de vendre une société qui vend le Doliprane et qui aujourd'hui lui rapporte un bénéfice 1,2 milliard. Donc on n'est pas C'est du un tout 1,2 milliard par an que Sanofi rapporte directement à Sanofi? que oh, Que Doliprane apporte? la société OPA qui fabrique le Doliprane rapporte à Sanofi. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui soient en capacité de se permettre de se payer le luxe de vendre une société qui leur rapporte un bénéfice 1,2 milliard. Non, là, la volonté, elle est purement financière. On va sûrement le voir tout à l'heure pendant les débats, mais Sanofi a cassé sa recherche, a tout misé sur l'innovation à l'externe. Et aujourd'hui, ben, Sanofi a pas les mêmes moyens que la concurrence. Et donc, quand elle va sur le marché, la start-up, ben, ça lui est compliqué parce qu'elle n'a pas le même portefeuille, même si Sanofi est une entreprise riche, pardon, mais comparativement à d'autres concurrents, Sanofi n'a pas les mêmes moyens. Et aujourd'hui, Sanofi voudrait se revenir vers une recherche interne et se concentrer sur certaines spécificités de traitement thérapeutique. Malheureusement, quand tu as passé plus de 10 ans à casser ta recherche, bah, quand tu appuies sur le bouton start, bah, il y a rien qui démarre, quoi. Du coup, tu nous dis que c'est parce que Sanofi a moins de moyens pour sa recherche qu'ils veulent vendre le Doliprane pour récupérer des sous et réinvestir sur la recherche, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. En fait, dans l'industrie, mais comme enfin, dans toute industrie d'ailleurs, heu, pour arriver à gagner de l'argent, soit tu passes par l'innovation, voilà. Et donc ça te permet de vendre ton produit innovant plus cher. Alors, je sais, on parle de santé, donc moi, ça m'est difficile aussi de parler comme ça, que ce soit bien entendu, parce qu'on a une autre vision du médicament. Mais je parle purement la vision financière de Sanofi. Sanofi a un moyen pour gagner toujours plus d'argent, c'est de faire en sorte d'avoir de l'innovation pour valoriser au maximum les nouveaux produits, les nouveaux médicaments que Sanofi va sortir. La deuxième solution, c'est de faire des économies sur les coûts. Et on va dire la troisième solution, pour se faire de l'argent, c'est de faire ce qu'on appelle une sorte de vente à la découpe. C'est-à-dire qu'on vend la société EuroAPI, ce qu'on a fait il y a quelque temps sur la partie production. On vend la société Opella, ce qu'on est en train de faire pour faire rentrer du cash.
Euh, donc Sanofi, la première solution, l'a pas, parce elle a cassé sa recherche, donc elle est plus capable de faire de l'innovation. Donc aujourd'hui, si Sanofi veut remettre de l'argent sur la table et retrouver refaire réellement de la recherche, sa solution, c'est de vendre une partie des pièces de la maison. Et c'est ce que Sanofi est en train de faire, tout simplement. Tu parlais de la casse de la recherche. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué à l'époque où on avait travaillé sur Sanofi. C'est qu'en 10 ans, je me souviens des chiffres, Sanofi avait supprimé 4000 postes de chercheurs dans le monde, 2000 en France, tout en étant abreuvé de subventions. C'est-à-dire que chaque année, Sanofi touche plus ou moins 100 millions d'euros Mm. de crédit impôt recherche, donc pour la recherche, mais pendant 10 ans a supprimé des milliers d'emplois de chercheurs. Alors, Sanofi a supprimé des milliers d'emplois de chercheurs, à tel point que Sanofi en France, mais c'est aussi valable dans le monde, Sanofi a diminué sa recherche en termes d'effectifs, pardon, à peu près de quasiment de 50%. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a aussi la problématique de la production, hein, parce que Sanofi a diminué aussi son empreinte industrielle dans le monde, mais en France, et la France n'a pas du tout été épargnée. Euh, et oui, tout cela en recevant alors du crédit d'impôt, mais aussi des exonérations de cotisations sociales par le biais du CICE et maintenant je fais ça changer de nom, mais l'équivalent CICE d'aujourd'hui. Et aussi, et on l'oublie parfois, et ça passe beaucoup plus en dessous les radars, toutes les subventions régionales et départementales. Moi, je sais que je travaille sur le site de production de Sisteron, et pour la construction de bâtiments de lancement de nouveaux produits, le site de Sisteron a touché 4 millions d'euros de la région PACA. Et à l'époque, c'était en pleine problématique de la crise Covid. Et je pense que les 4 millions d'euros auraient été mieux dans d'autres poches que celles de Sanofi, quoi. Ouais. Juste pour préciser quelque chose, c'est que l'entreprise, le fonds d'investissement qui va faire ce rachat-là, quand on regarde, Le rachat du Doliprane, donc. voilà, qui va racheter l'entreprise française qui produit le Doliprane, quand on regarde quelles autres entreprises ont racheté, il y a du pétrole, des pare-brises, des chips, tout un tas de choses qui n'ont strictement rien à voir avec la santé. Et les gens qui le dirigent ne sont aucunement ni médecins, ni ingénieurs. Il y en a un qui est ingénieur en électricité, mais c'est tout. Les autres sont passés par Goldman Sachs, d'autres fonds d'investissement, des grandes banques. Et on voit très bien qu'en réalité, le fait que ce soit des médicaments leur importe absolument en rien. Ça pourrait être autre chose, ça serait pareil. Et ça, c'est quand même une logique qu'il y a dans le monde de la santé qui n'existait pas poussée à ce point il y a quelques années. Ça donne l'impression finalement que ces entreprises-là, on les vend à la découpe, effectivement, mais elles s'autodétruisent finalement. On peut tout revendre. Les principes actifs, par exemple, parce que c'est ça qui se passe beaucoup aussi, la recherche et développement, la commercialisation, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça veut dire aussi que du point de vue des chercheurs, cette nouvelle logique, ça fait que créer un programme de recherche sur 10-20 ans pour découvrir des médicaments contre le cancer, contre le diabète, contre des maladies infectieuses, ça a plus sa place. Et donc, moi, les gens que j'avais rencontrés, c'était vraiment l'effarement parce que pendant 5 ans, on va dire, là, on passe sur le cancer, on met tout sur le cancer, et 3 ans plus tard, c'est l'immunologie. Et c'est 20 ans de recherche qui sont passés par pertes et fracas, quoi. Donc, en fait, il y a la finance, il y a leur logique, et puis il y a la façon dont ça se traduit sur le terrain par les salariés, quoi. C'est intéressant ce que tu nous dis, parce que là, tu es en train de dire en fait que finalement, cette stratégie industrielle, c'est pas une stratégie industrielle, c'est une stratégie financière qui ne voit qu'à court terme. Ce qui est totalement incompatible avec le milieu de la santé, finalement. Tout fait ça. Complètement, hein. Complètement. Par exemple, nous, on a senti le virage en 2008. 2008, ça a été le virage. Et à partir de 2008, tous les 2-3 ans, on avait un plan d'économie de 2 milliards à 2,7 milliards. Là aussi, Qui tapait sur la recherche et les salariés, en gros. qui tapait sur l'éco en général. Donc, sur la recherche, mais sur la partie industrielle. Donc, quelle est l'entreprise qui peut résister à des coûts à des plans d'économie de 2 à 2,5 milliards tous les 2-3 ans? Aucune. C'est pas possible. Donc, la logique, effectivement, elle est bien financière.
il y a aucune logique, il y a aucune volonté de répondre aux besoins thérapeutiques ou quoi que ce soit. Et tu le disais, aujourd'hui, c'est le médicament qui intéresse Sanofi et c'est le médicament qui intéresse ce fameux fonds d'investissement américain et les fonds d'investissement qu'on a chez Sanofi aussi, hein. Mais comme j'ai l'habitude de le dire et ça fait souvent sourire, hein, mais si demain, fabriquer du papier hygiénique, ça rapportait autant que le médicament, toutes nos usines se mettraient à fabriquer de la cellulose, hein. Mais c'est clair, il y a aucune il y a le médicament est pour eux, industrie pharmaceutique, une bonne excuse pour se faire du fric. En réalité, c'est que ça, hein. Mais s'il n'y avait pas le fric derrière, on casserait on casserait tout ce système-là. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on a un État français et l'Europe et les États sur la planète, hein, qui laissent la santé aux mains de ces industriels-là et de ces financiers. Et en fait, on laisse l'industrie de la santé aux mains des capitalistes, hein, et du capitalisme. Et le problème, oui, parce que c'est ça, c'est que derrière, c'est des questions de santé majeures. C'est la santé qui est en jeu derrière tout ça. Alors, Bah, ça pourrait être des voitures, Quand, euh, ce serait déjà grave, mais là, c'est la santé. à titre d'exemple, quand on parle de pénurie de médicaments, il n'y en a jamais eu autant eu que cette année. Et pourtant, au niveau de la France ou de l'Europe, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place, hein, de par la loi, mais qui servent absolument à rien parce que voilà, derrière, les laboratoires ont des amendes si elles ne respectent pas, par exemple, les stocks minimum ou des choses comme ça, mais les amendes ne sont pas à la hauteur des capitaux de ces entreprises. Donc ça leur fait pas mal. Même au contraire, c'est des sommes d'argent qui sont provisionnées, elles savent qu'elles vont se faire taper dessus, ils provisionnent l'argent et à la fin, ils payent. Donc c'est pas un problème industriel, c'est pas un problème de stockage, c'est juste un problème d'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques sont prêts à priver les patients de leurs soins thérapeutiques pour se faire encore plus d'argent. Et c'est là où c'est grave. Alors parfois, on entend dire les, les utilisateurs de la SNCF, quand la SNCF et les salariés et les cheminots sont en grève, ils disent on est pris en otage. Mais pour la santé, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui les prennent en otage. Et ça, ils s'en aperçoivent pas. Et qu'on précise, hein, quand tu dis pour se faire plus d'argent, Sanofi n'est pas une entreprise qui perd de l'argent. Chaque année, elle distribue à ses actionnaires entre Non, 3 et 6 milliards en dividendes. J'ai bien dit pour s'en faire plus. Pour s'en faire encore plus. Ça me fait penser ce que vous dites à une citation que j'avais retrouvée qu'on cite dans le livre qu'on a écrit sur le sujet. Une citation de Jean-François Dehecq, qui est le fondateur de Sanofi, qui était l'ancien PDG, et qui a dit, je pense que c'était vers 2015, quand il a vu que son ancienne entreprise se transformait, il avait dit: «On ne peut pas vivre en fonction du cours de la bourse. C'est une connerie. Si les entreprises deviennent des machines à faire du fric, pour les investisseurs, on est mort». Et à l'époque de Dweck, Sanofi n'était pas une entreprise philanthrope non plus. Je t'ai à le préciser. Ouais, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est vrai que Sanofi, c'est une entreprise qui a été privée, puis publique, à nouveau privée. On discutera peut-être du pôle public du médicament. Je pense que c'est intéressant de savoir comment on le met en place, si c'est possible, etc. Mais pour qu'il y ait des bénéfices comme ça pendant les crises, des bénéfices exceptionnels, supérieurs à l'industrie automobile, c'est pas simplement qu'il y a des sommes considérables comme 100 millions d'investissements, enfin de crédits recherche qui sont offerts à Sanofi. C'est aussi qu'en fait, tout le monde le paye via la sécurité sociale, via quand on va chez le médecin, par exemple, et puis après à la pharmacie, bah, il y a une partie qu'on va payer directement c'est comme c'était des impôts finalement. Donc c'est subventionné publiquement, mais ça reste une entreprise privée. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait à un moment donné essayer de remettre en cause d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'on n'a strictement aucun contrôle sur ce que deviennent ces fonds publics qui sont quelque part délégués à une entreprise privée. Ça me fait penser au point de départ de nos enquêtes sur Sanofi à Fakir. C'est un épisode que les gens connaissent assez peu. On avait été alerté par un lecteur à Montpellier qui nous avait envoyé une coupure de presse sur le fait que sur le site de Montpellier, ils avaient investi dans un nouveau bâtiment qu'on doit connaître, qui s'appelait le DI50, si je dis pas de bêtises. À l'époque, voilà, ils ont créé ce bâtiment neuf, totalement neuf, de A à Z. Ça leur a coûté un peu plus de 100 millions d'euros. Pour que les gens se rendent compte, c'est davantage qu'un Téléthon, hein. Voilà. Ils ont créé ce bâtiment neuf de A à Z, et quelques jours avant l'inauguration, ils l'ont rasé. Ils l'ont tout simplement rasé parce qu'ils ont voulu changer de stratégie. Et donc, voilà, en un claquement de doigts,
on détruit plus d'un Téléthon uniquement pour un changement de stratégie, financière. Comme Vucom à la place, ils ont fait un immense jeu d'échecs. Voilà, Non, mais c'est c'est vrai en plus, ça. le Vanier, ils ont fait un immense jeu d'échecs. Et parfois, ils récupèrent aussi les molécules qui ont été découvertes par des institutions, des laboratoires publics. Ça, c'est aussi une autre manière, en réalité, de récupérer des choses qui ont été... Voilà, ça fait Quand on parle de laboratoire pharmaceutique, la partie purement laboratoire, recherche, en fait, c'est pas l'essentiel pour eux. Et ça, c'est un aspect important parce que toutes ces petites startups, mais aussi les entreprises publiques de recherche, elles contribuent en fait à renforcer cette industrie-là, dont les produits vont par la suite être sous brevet et donc leur permettre des monopoles. Et ça, je pense que c'est peut-être une question qu'il faudrait poser. Aussi, c'est la valeur de ce système où on a des rentes qui sont octroyées grâce au système des brevets pour 10 ans, qu'on peut reprolonger pendant des années et qui sont en réalité financées, là encore, indirectement par le public, quoi. En gros, ce que tu es en train de nous dire, mais c'est l'histoire aussi du capitalisme actuel, c'est que, les dépenses sont publiques, les investissements sont publics avec les dépenses de la sécu, avec le crédit impôt recherche. Je rappelle, c'est plus de 100 millions par an, pour Sanofi. Mais les bénéfices, finalement, on met des brevets dessus et après les bénéfices sont privés, quoi. Et là, donc c'est notre impôt, notre argent qui sert à financer les bénéfices d'entreprises comme Sanofi. C'est ça. D'où tout à l'heure, peut-être plus tard, mais la question effectivement du pôle public du médicament, comment on y arrive? Nous, on appelle ça, au niveau de la CGT, on préfère parler du pôle public de la santé, qui inclut le médicament et le matériel médical, parce qu'on oublie aussi des fois le matériel médical. Mais je pense qu'il faudra en parler, et surtout comment on y arrive, par quel biais. Alors, on parlait de la stratégie de Sanofi qui avait donc détruit pour un changement de stratégie ce bâtiment, le DI50, à plus de 100 millions d'euros. En un claquement de doigts, je rappelle que 100 millions d'euros, c'est ce que nous, on paye chaque année à Sanofi en crédit impôt recherche. Il y a une autre stratégie qui a été mise à jour par Quentin Ravelli, qui a travaillé chez Sanofi comme ouvrier pendant plusieurs mois, pendant très longtemps, je crois, pour en sortir un bouquin qui s'appelait La stratégie de la bactérie. J'aimerais que tu nous racontes un peu ce que tu as vu de l'intérieur chez Sanofi, en quoi ça consiste, la stratégie de la bactérie. Bah, de l'extérieur, moi, je trouvais ça étonnant, effectivement, qu'une entreprise spécialisée dans les produits de santé fasse autant de bénéfices. Et en y rentrant, au lieu de rentrer dans un laboratoire, je rentrais d'abord dans une usine. L'entrée est importante parce que c'est la façon dont j'ai vu les choses par la suite qui a été vraiment influencée par cette première porte ouverte grâce à quelqu'un qui travaillait aux ressources humaines d'une usine de Sanofi Aventis et qui disait les ateliers de production sont une poudrière. L'expression m'avait étonné. Ce qui lui posait problème, c'était qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient en 5-8, donc en l'occurrence, c'était 2-2-2, donc ils ne dormaient jamais 3 fois de suite à la même heure. Et quand tu fais ça pendant 10, 15, 20 ans, c'est complètement destructeur pour la santé. Lui-même l'avait fait pendant un moment. Et sur le devant du site, il y avait marqué « L'essentiel, c'est la santé », le slogan de Sanofi Aventis. Donc il y avait quelque chose de très, très étonnant, ce contraste entre une ferme du futur où il y a des cuves en inox de 220 mètres cubes dans lesquelles on met des micro-organismes qu'on va nourrir avec des tourteaux de soja, du maïs en poudre, du maïs atomisé, après utiliser de l'acide. Enfin, l'impression d'être dans de la science-fiction, d'une part, avec des ouvriers très qualifiés, très compétents, et en même temps des conditions de travail où les gens étaient au bord de l'épuisement et de telle façon que ça alertait les ressources humaines qui se demandaient comment on allait faire à partir du moment où il y allait avoir les réformes des retraites. Là, on était en 2009-2010, première série de réformes de retraite. L'idée de passer à 41 ans, puis plutôt 43 années de cotisation. Donc, c'est la première chose, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est ce contraste frappant entre des conditions de travail très compliquées et puis
le marketing de l'entreprise. Il y avait un vrai mal-être chez les salariés? Alors moi j'ai vu des gens, oui, qui étaient vraiment épuisés, pas simplement au bord du burn-out, mais simplement avec des problèmes, de santé, graves, qui n'arrivaient plus à s'endormir, des insomnies, chroniques, et qui pourtant, voilà, étaient maintenus dans une sorte de nasse. Parce qu'en réalité, pour être déposté, pour passer à la journée, il y a une baisse forte d'incitation financière. Et donc du coup, si on sort de la nasse, on perd un niveau de revenu très important. Donc ce type de dispositif-là, qui maintenait les gens dans des situations, je trouve très, très difficiles sur le long terme, était vraiment en contraste avec l'autre facette de l'entreprise. Dans cette autre facette de l'entreprise, pour moi, il y avait aussi quelque chose que j'ai découvert. Je partais naïvement avec cette idée quand même que, bon, sciences et commerce, recherche et publicité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et en fait, à force de faire des entretiens, de suivre des visiteurs médicaux sur le terrain, donc les visiteurs médicaux, ils sont chargés d'aller raconter aux médecins ce qu'il y a dans les médicaments à partir des essais cliniques qui ont été réalisés. Je m'apercevais de quelque chose de très hybride qu'on voit dans les congrès médicaux qui sont payés par l'industrie pharmaceutique, de quelque chose de très hybride, ce qui fait qu'on ne savait même plus faire la différence entre science et commerce. Les essais cliniques eux-mêmes, c'est-à-dire le fait de tester des médicaments dans des hôpitaux pour savoir s'ils sont efficaces ou non, s'ils sont dangereux ou non, le fait que ce soit les laboratoires eux-mêmes qui financent ces essais cliniques, il y avait quelque chose d'un petit peu étonnant, et que ça soit évalué par des experts qui sont financés par les laboratoires par ailleurs. Ce que me disait un des experts, et c'est la deuxième chose vraiment étonnante que j'ai trouvée quand j'ai fait cette enquête, qui date d'il y a quand même quelques années, hein. Bon, peut-être les choses ont évolué un peu, mais il m'a dit: «Mais le conflit d'intérêts, il est permanent». C'est pas moi qui le formulais comme ça, il me disait: «Le conflit d'intérêts, il est permanent». C'est un des experts qui te disait ça? Qui me disait ça, et je pense à juste titre, c'est-à-dire il y a un petit groupe d'experts qui travaillent pour les laboratoires pharmaceutiques, et faute d'un financement public de la santé, faute d'un contrôle par les médecins, par les patients, par les gens qui connaissent vraiment de quoi ils parlent, des ingénieurs, des travailleurs dans l'industrie pharmaceutique, faute d'avoir ça, ce contrôle-là, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est l'entreprise qui doit faire la preuve de l'efficacité de ses propres médicaments. Et donc, forcément, on a une situation de conflit d'intérêts qui est structurelle, dans laquelle je trouve très dur, même pour les scientifiques, d'arriver à se dire s'ils ont affaire à une étude scientifique avec un protocole qui laisse la possibilité de démontrer que le médicament ne marche pas ou qu'il est dangereux, Dépakine, Mediator, autres scandales sanitaires, on peut avoir ça en tête, ou alors si c'est un essai clinique, une étude un peu de complaisance, heu, dans laquelle on va ajuster à chaque fois la démonstration scientifique pour bien montrer que, voilà, que le médicament est utile, quoi. Donc voilà, moi, c'est les 2 aspects qui m'ont, voilà, il y aurait d'autres choses. Moi, ce que je trouve important, c'est d'avoir une vision générale, et c'est ça que j'ai un peu essayé de faire dans ce livre. Depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, parce que c'est pas, contrairement au tronçonnage dont tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est toute la chaîne de fabrication du médicament qui importe. Et même pour des médicaments qui ont l'air un peu, anodins, ou qu'on a l'habitude de prendre, comme les antibiotiques, pour lesquels il y a pas officiellement de scandale, la façon dont on les commercialise à une échelle de masse pendant des années et des années, ça crée des problèmes de santé publique qu'on appelle les problèmes iatrogènes. En gros, on crée des problèmes, et pendant les années 90, on s'aperçoit que, il commence à y avoir, au fil des années, plus de morts, liées à la résistance, aux antibiotiques que pour le virus du sida. Donc on a des situations comme ça, et ça, c'est des problèmes de santé qui sont en réalité fabriqués par le dispositif industriel, financier et de recherche dans son ensemble. Ça va être un dispositif financier qui fait que, finalement les entreprises font à peu près ce qu'elles veulent, quoi. Mais l'exemple des antibiotiques est intéressant parce que ça nous fait travailler sur les antibiotiques et notamment en recherche. Et c'est un axe thérapeutique que Sanofi a abandonné. Alors même, comme tu le dis, c'est l'OMS qui, d'ailleurs, qui le dit, hein, aussi. C'est que pour les prochaines 50 années, la résistance aux antibiotiques est un enjeu majeur de santé publique. Tout à fait, Et Sanofi a abandonné cette recherche-là.
Et Sanofi a vendu cette partie recherche à la société Eurotech, qui aujourd'hui supprime des postes, notamment sur Lyon d'ailleurs, mais qui aujourd'hui supprime des postes et est en difficulté. C'est un enjeu majeur de santé publique, mais c'est peut-être pas un enjeu financier pour Sanofi actuellement, donc ils abandonnent le... Non, parce que Exactement, mais c'est ce que c'est ça, tu c'est exactement ça. ouais, quand tu disais, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors, oui et non, parce qu'il y a les salariés, il y a les entreprises, il y a des rapports de force, il y a des groupes, il y a des tensions, voilà et en réalité, pendant quelques années, les antibiotiques, ça peut redevenir intéressant, les anti-infectieux, si c'est un marché. Le problème, c'est que la santé, en fait, ça n'est jamais un marché. Ça ne sera jamais un marché, c'est un besoin et donc il y aura toujours, ces 2 logiques-là qui, de temps en temps, se recoupent et peuvent faire des découvertes formidables, très utiles, voilà, même si on est critique de la science, c'est vrai que les antibiotiques, c'est difficile de ne pas les utiliser, aujourd'hui. Sauf Mais que le marché veut, fait, la finance veut que l'antibiotique, il faut le donner à mais tout ouais, le bras. mais Et si on ne le donne plus aux êtres humains, on va le donner aux animaux. Et du exactement. coup, on retrouve notre corps dans le corps humain. Si on se trompe En fait, à dépenser des sommes extrêmement importantes, justement à subventionner de plein de manières une industrie qui va se focaliser sur peut-être une partie des besoins des pays occidentaux développés, d'une partie de la population peut-être plutôt privilégiée, bon, voilà. Et donc on va faire plus d'antidépresseurs, plus d'anti-obésité que des anti-infectieux. Et donc faudrait inverser d'une manière ou une autre, il faudrait réfléchir à des formes d'inversion de cette logique-là. c'est devenu bien. En fait, ce que les laboratoires ont voulu, et ils ont gravi encore une marche pendant la crise Covid, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'était que c'est le patient qui disait: ah ben moi je veux du Pfizer, moi je veux du Moderna. C'était le patient qui demandait la marque. Alors que, Ouais. enfin, le nom du labo, enfin, la marque, quoi, finalement. Alors qu'avant la crise Covid, on n'avait pas ça. Il n'y avait pas un patient qui disait: ah, ben moi, le vaccin contre la grippe, je veux du Sanofi. Aucun patient ne te disait ça. Donc, c'est-à-dire, pendant la crise Covid, les laboratoires pharmaceutiques sont arrivés à faire de leur nom une marque, des marques. Comme tu dis, bah, moi, je veux ma Renault, ou moi, je veux ma Peugeot ou autre. Ben, tu dis: moi, je veux mon Novartis, moi, je veux mon Sanofi. Et c'est un truc de fou. Et pour être allé cet été aux États-Unis, j'étais effaré. J'ai vu aux États-Unis des pubs sur l'insuline. Ah oui, Et l'argument de la publicité, c'était pour mincir. oui, Et ça fait c'est peur. intéressant. Et ça fait peur. On voit bien qu'on n'est plus, on n'est plus dans la réponse à des besoins. Les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, créent même des besoins. Ils vont pas te dire: essaie de manger autrement ou quoi que ce soit. Non, directement, ils vont te dire: prends de l'insuline. Juste un J'ai la sur solution. Ça fait sur peur. les États-Unis, ce que c'est intéressant aux États-Unis, il y a des fausses émissions scientifiques où pendant 2 heures, un médecin ou semi-médecin payé par l'industrie pharmaceutique va faire la pub du médicament. On pourrait se dire qu'en France, on n'a pas ça, mais en fait, on tend vers ça de plus en plus. Et il y a aussi des façons plus insidieuses et plus difficilement, du coup, décelables, hein, à cause de ça, d'influencer la recherche. Juste un petit exemple des choses que moi j'ai appris avec surprise, c'est que c'était Sanofi à l'époque, je crois que c'est différent aujourd'hui, mais à l'époque, et il y a d'autres stratégies depuis, hein, qui organisait et finançait les concours blancs de l'internat de médecine. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que quand on a cette idée que ça doit être un peu indépendant, c'est étrange, quoi. Mais Donc voilà, en général, donc il y a les États-Unis, mais voilà, en France aussi, il y a on le retrouve sur les réseaux sociaux. Après, ça, le nombre d'émissions que tu donnes. Oui, sur les réseaux sociaux, on les retrouve. on les retrouve de plus en plus, ouais, ça. Quentin, tu as prononcé un mot tout à l'heure, celui de la dépakine. Je voulais revenir aussi sur ce point parce que c'est un des grands scandales de Sanofi. Pour les gens qui ne le savent pas, la dépakine, c'est un antiépileptique qui avait été produit par Sanofi, prescrit aux femmes, euh, y compris enceintes. C'était au début des années 80. Et on sait aujourd'hui que Sanofi savait. Sanofi savait quoi? Sanofi savait que la dépakine créait des cas d'autisme et créait des malformations chez les futurs nouveau-nés. Sanofi le savait, mais comme il y avait beaucoup d'argent à se faire derrière, ils n'ont rien dit. Il y a une association en particulier qui se bat sur ces sujets-là, c'est la PESAC de Marine Martin, qui fait un travail formidable sur le sujet. Aujourd'hui, la Sécu et la NSM ont évalué à 30 000 le nombre d'enfants
nés de malformations, avec des malformations ou des cas d'autisme à cause de ce médicament et à cause du fait que Sanofi ne prévenait pas les patientes. Et tu as prononcé un autre mot, Quentin, c'était celui du mal-être des salariés. Et je me souviens d'un épisode, Jean-Louis, je sais que c'est un sujet qui t'émeut particulièrement. Je me souviens d'un épisode où tu avais demandé pardon. Mm. Pardon à Marine Martin, qui était là, je crois, à des victimes. Et tu avais dit, tu as honte de travailler pour une entreprise qui en arrivait à faire ce genre de choses. Mm. Et je pense que ça fait partie du mal-être aussi des gens, parce que je le sais pour avoir rencontré beaucoup de salariés de Sanofi, il y a ce sentiment de mal-être de ne plus servir à quelque chose qui était vu comme une vocation au départ. Ils s'engageaient dans l'industrie pharmaceutique pour aider les gens, pour améliorer leur santé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus le cas, quoi. Alors, pour prendre dans le cadre général de Sanofi, effectivement, les salariés ont perdu ce qu'on appelle le sens au travail. Et le sens au travail, c'est quand même important parce que ça fait partie de ce qui nourrit ton énergie pour bosser, quoi. Et quand tu perds le sens au travail, il y a une partie de cette énergie que tu as perdue. Et voilà, le travail a beaucoup moins de saveur. Tant soit peu qu'il peut en avoir si tu as une 5-8, que tu fais les matins, les après-midi, les nuits, et tu travailles le week-end. Mais en plus de ça, si en plus tu perds le sens au travail, c'est-à-dire savoir pourquoi tu vas bosser tous les jours, ça devient compliqué. Après, pour revenir sur la dépakine, à titre personnel, voilà, ce pardon, il est toujours là et je le maintiens parce qu'effectivement, on travaille pour la santé humaine, donc on ne travaille pas pour la détruire, hein. Au contraire, on travaille pour l'améliorer, du moins pour ceux qui sont aujourd'hui souffrants. Après, voilà, après, il y a la partie aussi conditions de travail. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a sur le site, depuis quelques années, on a sur le site de Morinx des salariés qui ont été exposés à la dépakine ou à l'acide valproïque et qui le sont toujours, malgré les efforts qui ont pu être faits, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des efforts qui ont été faits pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors, je précise, pardon, sur Morinx, pour préciser, c'est une usine qui produit de la dépakine près de Pau. Et en 2018, le scandale a été révélé. On se retrouvait avec des émanations de vapeurs toxiques, cancérigènes, mutagènes, ce qu'on de appelle valproate. pas de valproate. Alors, il y avait des pics de COV, donc de composés volatiles organiques qui étaient rejetés, et on avait des pics par exemple de bromopropane qui étaient 190 000 fois supérieurs aux normes. Bon, après, c'était des pics, c'était pas en permanence. Mais la pollution était là, et c'était rejeté dans l'atmosphère. À côté de ça, on s'est aperçu que d'après le préfet du coin, des Pyrénées-Atlantiques, c'est ça. D'après le préfet, Sanofi rejetait entre 20 et 30 tonnes de dépakine dans l'atmosphère. Voilà. Et du coup, de fait, les salariés sur place ont été exposés. Ils le sont toujours, pas pour les mêmes raisons, pas par rapport à des rejets dans l'atmosphère, mais par rapport aux conditions de travail. Voilà, parce que Sanofi favorise les protections individuelles et non pas les protections collectives. Alors que si tu veux protéger tes salariés, ben, tu le fais par des protections collectives et pas individuelles. Parce qu'individuelles, c'est-à-dire que toi, tu es protégé, mais tout ce qui gravite autour de là où il peut y avoir la pollution, eux ne sont pas protégés et donc de fait sont exposés. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y a des postes de travail qui n'étaient pas identifiés comme exposants et qui aujourd'hui le sont. Donc on a des salariés qui subissent régulièrement des prises de sang et dans lesquels on détecte de la dépakine dans le sang, alors même qu'ils ne sont pas traités la dépakine. Donc pour nous, c'est grave. Alors là se pose aussi la question de qui est-ce qui fait les normes. Et d'ailleurs, à ce sujet, la CGT a saisi l'EMSS pour nous faire une enquête, parce qu'on s'est aperçu que le salarié, ça peut t'intéresser, et que le salarié du médicament, en fait, n'est pas forcément protégé comme tous les autres salariés. Parce que le législateur n'a pas pris en compte que le médicament pouvait être dangereux pour ceux qui fabriquent dessus. Pour ceux qui le fabriquent, pardon. Donc, on a saisi l'ANSES pour qu'elle fasse cette enquête-là.
Et pour l'instant, enfin, l'enquête est en cours, mais effectivement, on s'est aperçu que l'outil législatif était pas là, quoi, était pas protecteur pour les salariés. On s'en a aperçu notamment par rapport à la dépakine, et c'est ce qui nous a fait dire que c'était pareil pour le reste. On s'est aperçu, par exemple, que c'est le laboratoire pharmaceutique qui faisait ses propres normes Mmh. et qui basait ses normes par rapport aux essais cliniques. Mmh. Donc, autant dire que les essais cliniques, ça n'a rien à voir avec les conditions de travail. Donc, on se retrouve à une norme pour des patients qui sont traités à la dépakine, mais pas forcément pour des salariés qui travaillent dans un environnement pollué à la dépakine. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, comme c'est Sanofi qui fait ses propres analyses et ses propres essais cliniques, c'est Sanofi qui fait ses propres normes d'exposition de ses salariés. Mmh. Donc, on voit bien que tout ça, ça fonctionne en vase clos, quoi, en fait. On est en vase clos. Et ça, on va essayer essayer de le casser. Donc, il y a la saisie, l'enquête qui a démarré de l'ANSES, mais on a aussi déposé plainte contre Sanofi en 2019 ou 2018, 2019, je crois. On a déposé plainte pas contre Sanofi, on a déposé plainte contre X, parce qu'il y a aussi l'État qui n'a pas fait son travail de gendarme, mais il y a aussi un pollueur qui est censé être Sanofi. Donc on a déposé plainte contre X pour oublier personne dans l'affaire, mais effectivement que dans cette plainte contre X, Sanofi est largement visé. Et on attend les résultats. Déjà là, c'est entre les mains du juge d'instruction. On attend d'avoir la suite. Alors, tu disais que l'État n'avait pas fait son travail de protection. C'est pas si surprenant que ça, puisque tu parlais de Mourinx. Ça me rappelle un épisode. Donc, le scandale de Mourinx est révélé des projections dans l'atmosphère, comme tu disais, 190 000 fois supérieures aux normes de produits cancérigènes, mutagènes. Le lendemain de Mourinx, de la révélation de ces scandales, le PDG de Sanofi était reçu à l'Élysée. On lui déroulait le tapis rouge. Ils étaient à la tête du Dolder. Le Dolder, c'est un club privé où se réunissent tous les dirigeants de Big Pharma pour essayer de faire pression sur les gouvernements. Là, ils n'ont même pas eu besoin de faire pression. Ils avaient porte ouverte à l'Élysée. Ça permet de faire un rappel quand même sur les liens entre Sanofi et la Macronie. Serge Weinberg, qui est l'ancien PDG de Sanofi, c'est celui qui fait rentrer Macron chez Rothschild à l'époque, qui lui permet de s'enrichir. Et à partir de là, on a vu la Macronie défendre systématiquement, becs et ongles, Sanofi, malgré tous les scandales, malgré la dépakine, malgré la recherche détruite. Ça a été Castaner, Édouard Philippe, Buzyn, Pannier-Runacher. Tous ont défendu Sanofi, y compris quand Sanofi était condamné par la justice à payer, à indemniser les familles à cause de la dépakine. Agnès Buzyn, par exemple, expliquait que non, faire payer Sanofi, ce n'est pas une priorité. Et d'ailleurs, Sanofi n'a jamais indemnisé les victimes. Pour l'instant, il se refuse toujours de les indemniser. Par contre, le contribuable, lui, indemnise. Et le contribuable indemnise à travers l'ONIAM qui continue à abonder et à payer les victimes. On a vu que Sanofi était défendu becs et ongles, y compris quand ils n'arrivaient pas à trouver un vaccin parce qu'ils avaient détruit leurs recherches. On a vraiment une collusion entre des intérêts privés et des intérêts à la tête de l'État qui font qu'aujourd'hui, Sanofi est en roue libre. Sanofi, comme d'autres boîtes du CAC 40 et comme d'autres entreprises du capitalistes, hein, Sanofi a pris la main sur l'État. Et aujourd'hui, c'est l'État qui court derrière Sanofi. Et ça, effectivement, il va falloir trouver une solution pour arrêter cela. Pour l'instant, on n'est pas en état de l'arrêter. Au contraire, je veux dire, ça s'accentue, puisqu'aujourd'hui, on a quand même le président du conseil d'administration, qui n'est plus ni moins que le mari de notre ancien ministre des Sports, Ouais. M. Oudéa. Oudéa, qui est le mari d'Amélie Oudéa-Castéra. C'est ça. Donc, on voit bien que les liens continuent à se maintenir, voire à augmenter. On voit bien aussi que, oui, Sanofi met aussi la pression sur l'État, puisque on parle de dépakine, mais je crois que Sanofi, l'État voudrait faire enlever des boîtes de dépakine, ce que
Marine Martin est arrivée à obtenir le logo qui interdit qui avertit l'avertissement par rapport aux femmes enceintes, de prise de Dépakine. Donc voilà, on voit bien que voilà, ces liens sont là, sont toujours présents, et ils se servent de ces liens pour faire un sale boulot. Et alors, ce qui semble fou et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a des outils législatifs qui existent pour contrecarrer ça, pour faire en sorte d'avoir un contrôle démocratique sur ces outils. On va parler de la licence d'office, mais puisque vous avez cité tout à l'heure le cas de l'insuline aux États-Unis, ça me fait penser aussi qu'il y a eu, il y a eu des cas terribles. Il faut toujours se rappeler qu'on parle de notre santé et qu'on parle de vie humaine derrière. L'insuline qui aujourd'hui est utilisée pour maigrir aux États-Unis, c'est un médicament qui permet de lutter contre le diabète et qui est vendu aux États-Unis extrêmement cher. Et on a des cas, je me souviens du cas d'une famille qui était allée déposer les cendres de son fils devant le siège de Sanofi aux États-Unis parce que leur fils, Alec, était mort du diabète parce qu'il ne pouvait pas se payer les doses d'insuline mensuelles. Ça revenait à $1 300 par mois. Il avait diminué parce que Sanofi voulait faire du bénéfice dessus. Et donc, les parents d'Alec étaient allés déposer les cendres de leur fils devant le siège de Sanofi. Et pourtant, en tout cas, en France, il existe des outils. On va parler tout à l'heure d'un éventuel pôle public du médicament, mais il existe des outils pour se réapproprier les choses. La licence d'office, par exemple, est-ce que tu peux nous en dire un mot, Jean-Louis? Alors, je peux vous en parler rapidement, mais en fait, son utilisation serait simple. Ce qui est plus compliqué, c'est le courage politique pour l'utiliser. Mais grosso modo, à partir du moment où un laboratoire pharmaceutique te mettra pas à disposition, on va dire, une molécule dont il a la licence, sous prétexte parce qu'elle est vendue trop cher et que la Sécu peut pas la payer ou veut pas la payer, par exemple, on pourrait très bien faire valoir les licences d'office. C'est-à-dire on casse le brevet et donc la molécule tombe dans le domaine public pour la France. Ça veut dire qu'après, n'importe quel laboratoire ou n'importe quel fabricant de principes actifs pourrait Ça, c'est possible légalement. Ça, légalement, c'est possible. Moi, je te C'est juste une fais question de l'histoire rapide et voilà. C'est juste une question de volonté politique. Oui, si on veut se trouver les arguments, il y a longtemps que se serait trouvé les arguments pour remettre de la licence d'office sur certaines molécules. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, ça manque de courage politique. Entre requins, entre loups, entre requins plutôt, ils vont pas se manger. Et on a bien vu tous les liens qu'il y avait entre l'État et l'industrie pharmaceutique, et notamment Sanofi. Donc voilà, là, on est dans la connivence, en fait. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne veut rien dire et tout le monde laisse faire. Donc, nous, au niveau du syndicat, ce qu'on partage, c'est la création de ce fameux pôle de la santé, qui inclut le médicament et le matériel médical, et mettre dans ce pôle de la santé, mettre des entreprises pharmaceutiques, ou du moins se réapproprier l'outil de production et l'outil de recherche. Alors, je travaille sur un site, dans le 04, il y a un atelier qui a une capacité de fabriquer 300 tonnes de principes actifs, qui est polyvalent, qui va être détruit. À 200 km plus à l'ouest, j'ai sur le site de Daramont dans le Gard, pareil, un atelier polyvalent qui va être détruit et qui est capable de faire lui aussi 300 tonnes de principes actifs. Alors 300 tonnes, ça ne vous parle pas, mais pour vous donner quand même une idée, le principe actif, on les vend au milligramme dans le médicament. Donc, à des capacités de 600 tonnes. Ouais. Et encore une fois, sur des bâtiments de production, alors certes vieillissants, comme a dit le gouvernement, parce que là aussi le gouvernement défend Sanofi, dit oui, mais c'est des bâtiments vieillissants. Oui, sauf que jusqu'à l'année dernière, ils produisaient dans les standards de la FDA. Donc, on savait produire dans les standards de qualité. Aujourd'hui, on va les détruire. Et pendant ce temps, on a de l'argent public qui va être mis dans la société Sequence pour fabriquer du paracétamol, alors même que le premier consommateur de paracétamol qui est Opella va être mis entre les mains de fonds d'investissement américains. Donc tout à l'heure, on parlait de stratégie, on voit bien qu'il n'y a pas de stratégie. Ouais. Donc la seule façon d'avoir une stratégie, c'est ce fameux pôle public dans lequel on intègre l'outil de production et l'outil de recherche.
Quentin, est-ce que dans ton travail, tu as pu voir se dessiner les contours d'un pôle public du médicament? Moi, ce que je vois, c'est qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a une grande contradiction entre des gens qui savent de quoi ils parlent, qui font les essais cliniques et qui se retrouvent très souvent à devoir dire ou présenter de manière biaisée, adaptée en fonction du marché, des choses auxquelles ils ne croient pas forcément eux-mêmes. Donc je pense que s'il y avait, un pôle public du, médicament, il faudrait que, on raisonne pas juste en termes d'entreprise et public, mais que peut-être les gens qui savent de quoi ils parlent dans l'entreprise puissent y être associés. Mais l'essentiel, je crois que c'est qu'il y ait un contrôle réel de la population sur, ce, produit essentiel, le médicament. Je veux dire, Contrôle il y a démocratique, tout il y ça. a un enjeu, oui. Alors la question, une fois qu'on a dit ça, ça peut être un vœu pieux, un politique. On peut avoir le fétichisme aussi des nationalisations. En réalité, De Gaulle a plus nationalisé que la gauche. Donc, Oui. alors comment ça se met en place? Et c'est là qu'en fait les choses commencent à être plus difficiles à concevoir. Il est certain que quand Sanofi ou Rhône Poulenc étaient nationalisés dans les années 80, il n'y avait pas d'un seul coup moins d'exploitation. Les salaires n'ont pas été augmentés de façon suffisante. Il n'y a pas eu d'un seul coup plus de scandales. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est à la fois un peu comme une mesure d'urgence très imparfaite mais nécessaire pour la santé, mettre en place quelque chose qui contrôle. Sans s'illusionner sur le fait que ça va tout changer, qu'on va sortir du capitalisme de façon magique, grâce à ça. Mais à mon sens, il faudrait qu'il y ait des gens, qui soient, à la fois des médecins, des ingénieurs, voilà, des spécialistes de l'ingénierie, chimique, génétique, selon les médicaments, des associations de patients, des salariés qui fabriquent, donc qui savent exactement ce que ça fait, et que ça soit, à mon avis, l'essentiel, c'est que ça doit être le plus indépendant possible de l'industrie du médicament, tout en s'appuyant sur les salariés qui peuvent y être. Pourquoi il faut que ça soit le plus indépendant possible de l'entreprise? Parce que sinon, on se retrouve tout de suite dans cette logique du conflit d'intérêts, où en fait, ce sont les mêmes qui sont juges et parties, quoi. Donc ça, c'est quand même à mon avis, une proposition politique qui est en fait peu reprise, peu creusée, mais qui pourrait être une forme d'autodéfense en santé publique face à cette multiplication des scandales. Mais là, on serait sur un organe de contrôle, on serait pas sur C'est un organe de production, un organe public de Si. production. Alors la question aussi, c'est jusqu'où? C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est-à-dire que il y a l'urgence, et puis il y a jusqu'où on va plus loin dans le programme maximum d'une certaine façon, sans trop s'illusionner non plus. Mais à mon avis, il y a un point qui est essentiel, c'est la question des essais cliniques. Je ne comprends pas comment on peut continuer à laisser faire aux laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes la preuve de l'efficacité de leurs propres médicaments. Je veux dire, on demande à n'importe qui dans le domaine du droit si on peut être juge et partie, non. Même à l'échelle politique, on sépare l'exécutif du judiciaire. Il y a quelque chose d'un peu fou quand même dans cette logique circulaire. Donc l'idée d'un pôle du médicament, il pourrait à minima dire, bon, bah, peut-être ça, il faut arrêter, il faut contrôler. Mais il faudrait qu'ensuite les essais cliniques ils soient déployés et qu'on intègre pas simplement l'idée d'une démocratie médicale ou scientifique sur ce point précis-là, mais qu'on dise en fait le médicament c'est aussi économique. Et là ça devient plus compliqué, parce que ce sont des très grosses entreprises qui font partie voilà, du peloton de tête du CAC 40, qui sont les plus profitables mondialement, qui sont donc très puissantes. Et la question de démocratie économique, elle nous entraîne, pardon, la démocratie scientifique ou médicale nous entraîne tout de suite vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Voilà, donc je pense que c'est quand même important d'avoir ça en tête, de se dire qu'il y a des points précis qui sont vraiment des problèmes, je pense, d'urgence, hein, d'urgence de santé, mais que très rapidement, il faut à partir de ça, montrer ce qu'il y a derrière. Juste un point qui me semble important, c'est par exemple le fait qu'on sait pas, on sait pas, il y a un secret médical, il y a un secret scientifique, mais il y a aussi le secret commercial et le secret industriel. C'est quand même une triple ou quadruple enveloppe du secret qui est particulière à ce secteur-là.
Il faudrait, par exemple, poser la question, est-ce qu'on veut que ça soit juste le contenu des molécules qui soit public? Donc à ce moment-là, peut-être aller plus loin que la licence d'office, mais peut-être dire, peut-être même le système du brevet dans son ensemble et peut-être éventuellement à remettre en cause. Mais aussi, économiquement, où sont les profits? C'est étrange de subventionner publiquement l'entreprise qui a ensuite fait des bénéfices privés, mais en plus de ne même pas savoir quelle en est la composition. Donc, par exemple, D'autant que ce sont des produits qu'on ingère, qu'on se met dans notre corps. ce sont des produits qu'on met dans notre corps, donc dont on ne connaît ni la valeur économique réelle, ni la valeur scientifique réelle. Donc là, il y a quand même un sujet. On parle beaucoup de transparence, de traçabilité. Bon, c'est des mots qui sont un peu en vogue. Je pense qu'il y a une question un peu plus fondamentale qui se pose, qui est celle d'un partage des connaissances de ce monde marchand et de santé, sur lequel on a vraiment trop peu de prise. Et donc, il faudrait intégrer dans une question, hein, peut-être, si ça peut exister, ça peut être un vœu pieux ou un vin, voilà, mais si ça existe, je pense qu'il faudrait qu'il y ait la question de la valeur économique de des médicaments pour qu'on sache voilà, ce que ça vaut et ce que ça coûte. Jean-Louis, toi, tu dis qu'on pourrait aller jusqu'à la réquisition de certaines parties d'entreprises de la Big Pharma pour constituer ce pôle public du médicament. Je suis d'accord avec ce que dit Quentin, sauf que je crois qu'on n'a plus le temps d'attendre, en fait. Le problème, il est là. C'est que les choses vont vite, vont très vite, et on a déjà été rattrapé par Big Pharma. Et là, on n'a pas le temps de se dire, dans un premier temps, je pense que là, il faut vraiment faire preuve de courage politique, hein. Encore une fois, moi, il y a les usines de Sanofi, elles appartiennent aussi, elles nous appartiennent aux contribuables. Parce qu'on les a financés, parce qu'on les a... Oui. Voilà, donc passer par la réquisition, non, on n'a pas à payer 1 euro pour récupérer... C'est pas un gros mot, en l'occurrence. Pourquoi on payerait 1 euro pour récupérer un atelier que Sanofi va détruire? On peut trouver une antenne pour dire, voilà, tout ce qu'on a besoin pour fabriquer, toute l'énergie qu'on a besoin, on met ça en œuvre avec Sanofi, mais l'atelier, nous, on le fait tourner, on va répondre à nos besoins. Et alors, pour résumer, on va parler du pôle public du médicament, hein. Je baisse les bras pour le pôle public de la santé et du médicament et du matériel médical. On va parler du pôle public du médicament, mais être sous la responsabilité administrative de la sécurité sociale, qui connaît les besoins d'aujourd'hui et de demain, avec un conseil stratégique qui serait fait, oui, de salariés, des organisations syndicales aussi, mais des salariés, enfin bref, on peut dire que tout ça, ça va ensemble, de certaines organisations nationales de la santé, de chercheurs, pourquoi pas d'instituts de recherche nationaux, hein. C'est cet ensemble-là qu'il faut. Nous, on appelle ça la réappropriation de cette industrie pharmaceutique. Réappropriation la socialisation. Voilà. Ouais. C'est socialiser cette industrie-là. C'est ça qu'il faut, en fait. Parce que là, c'est pareil. On parle de nationalisation. Encore une fois, d'avoir été ou d'avoir des parents d'entreprise nationale, ça évite pas ce qu'on vit, ça évite pas ce qu'on vit aujourd'hui. Elf Aquitaine, ça l'a pas évité de devenir, par le biais des fusions, des acquisitions du Total. Total, ça l'a pas. Voilà, Total, ce qu'il est, c'est une entreprise capitaliste et elle n'a absolument rien à voir avec la nation. Si on prend Ron Poulenc, ça n'a pas empêché Ron Poulenc de retomber dans les mains des capitalistes. Et pourtant, tout l'investissement qui a été fait, tout ce qui était Sanofi, c'était que de l'argent public. Donc, voilà, nationaliser, ça sanctuarise pas le truc. Donc, il faut quelque chose qui sanctuarise. Aujourd'hui, on a on a une structure qui résiste encore, et pour combien de temps? Là aussi, peut-être que c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas le temps, vu les attaques de la Sécu. Voilà, on a quelque chose qui est resté un peu un sanctuaire, qui est la sécurité sociale. Et elle a et le pôle public du médicament a toute sa place au sein de cette sécurité sociale. Enfin, nous, c'est quelque chose au niveau de la CGT qu'on défend depuis longtemps et on continuera à le défendre. Parce que, voilà, pour l'instant, on n'a rien trouvé de plus social que la sécurité sociale. Et c'est bien pour ça que le capital l'attaque, depuis qu'elle est née, d'ailleurs, que le capital l'attaque. C'est parce que, voilà, elle représente encore ce qui fait
Voilà, c'est ce que socialisent les travailleurs ou les chômeurs, les étudiants, les retraités. Voilà, on a tous un lien commun, c'est la sécurité sociale. Bon, on espère que ce ne sera pas qu'un vœu pieux, comme disait Quentin. On est là aussi pour se battre pour ça. Et je vous fais confiance, Jean-Louis et les syndicats pour ça, même s'il faudra qu'on y soit nous aussi, qu'on vous aide. On va passer à la fin de l'entretien. On en termine avec les questions tac au tac. Première question. Vaut-il mieux voir s'évaporer en dividendes l'argent destiné à la recherche ou voir s'évaporer des substances cancérigènes dans l'atmosphère? Ni l'un ni l'autre. Ah bah c'est trop facile ça. Jean-Louis, Non, peut pas faire de choix, c'est pas on ne peut possible. pas faire de choix, On peut- d'accord. Ah non, parce que non, les deux coûteront aux populations de toute façon. Plutôt pôle public du médicament ou nationalisation de Big Pharma? Alors, pour le public, quand même. Oui, je pense que ça a plus de sens pour le moment, ouais. Pôle public du médicament. Vaut-il mieux taxer les dividendes de Sanofi ou arrêter de leur verser des crédits d'impôt? Taxer les dividendes. Ça dépend à la hauteur que tu les taxes, mais Bah là, c'est pareil, je dirais les deux, hein, mais dans l'ordre, je pense qu'il faut peut-être taxer d'abord, et c'est peut-être plus urgent et efficace, et arrêter en même temps de leur verser des c'est un calcul bien. Normalement, la taxe, elle devrait être plus importante que ce qu'on leur donne à la fin. Voilà, ça dépend de comment on calibre Ouais, les choses, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la santé des Français? La grippe ou Emmanuel Macron? Ah, bah, tu vois. Voilà. Bah, j'ai répondu. T'as répondu Par déjà. anticipation. Quentin, t'as déjà joué ton Joker, je crois. Ouais, mais alors, c'est Emmanuel Macron ou la grippe? Ou la ça grippe, Il y a ouais. 2 fois la grippe dans les Il y a questions. deux fois la grippe dans la question. On peut dire le Covid ou Emmanuel Macron si vraiment tu... Ah, je pense que depuis, il faudrait faire le calcul, ça serait intéressant, mais il est possible qu'en termes de désastre social, ça soit malheureusement le gouvernement. Mais ça se passe quand même sur 2 plans qui sont en fait très différents et un peu incomparables, quoi, finalement. Mais il y a match. C'est Peut-être, difficile à comparer, mais il y a match. ouais, peut-être disons ex aequo, ouais. Bon, mais merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite dans les studios de Fakir TV. On se retrouve bientôt parce que malheureusement, on sent qu'on entendra encore beaucoup parler de Sanofi et de Big Pharma dans les années à venir. Merci encore, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Fakir Télé. À bientôt.